Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le rendez-vous habituel, vous le connaissez maintenant, c'est le débrief du match entre l'Olympique lyonnais et l'Entente Fény-Aulnois en Coupe de France, et au terme d'un match, waouh, incroyable, non franchement incroyablement chiant, faut le dire, c'est le terme le plus juste, victoire et qualif de l'OL de Pierre Sage, 2-1, un match qui ne restera pas dans les annales du foot, loin de là. Pour tout vous dire, pour être très franc avec vous, on était quelques copains à être présents au stade, quelques courageux qui ont bravé la tempête, le froid, la route et la pluie, parce que oui, les conditions étaient dantesques. Franchement, j'étais gelé. Voilà, il faisait, je crois, 6-7 degrés, mais la pluie et le vent ressentis -1 ou 0. J'étais trempé, on était trempé dans la tribune. Franchement, quel match de merde. Quel match de merde. Et bien malin celui qui pourra en faire un débrief complet, parce que je pense que le spectacle, malheureusement, était plus en dehors du terrain que sur le terrain. Et encore que, parce qu'à part le coup franc de Benrahma et ce but de Mikotadze qui est vraiment sympathique, pour tout le reste, c'était d'une pauvreté, mais alors d'une pauvreté. Et j'en ai fait un tweet, je le dis vraiment, heureusement que la trêve arrive, je pense qu'elle arrive à point nommé, parce qu'un match de plus, et je crois qu'on aurait pu assister à un match encore pire. Alors sûrement que oui, la fatigue des matchs qui s'enchaînent, l'usure psychologique, et je pense également le contre-coup du Paris Saint-Germain, le match qu'on a perdu contre Paris, je crois, a fait beaucoup de mal, et alors, il a peut-être pas stoppé une séquence, une dynamique, mais je pense qu'il a mis un petit coup de frein à ce que l'OL faisait de bien sur le plan mental. Je crois que ce match contre Paris, on l'a un petit peu trop banalisé, parce qu'on avait une forme de dynamique où tout le monde se disait oui, l'OL peut peut-être faire du mal à Paris, et même moi je l'avais dit, je pensais qu'on pouvait leur faire très mal, et cette défaite qui, dans le style, la manière et techniquement, tactiquement, a vraiment marqué une distinction entre Paris et nous, je me demande s'il n'y a pas eu un effet plus fort qu'on pouvait l'imaginer, une forme de déception à digérer, et qu'on a peut-être un petit peu vu ce soir contre l'Entente Fény-Aulnois, mais là encore c'est une parenthèse que je ne maîtrise pas, c'est un petit peu les coulisses internes du club et de l'effectif. Mais bref, avant de commencer les gones, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à partager, activer la cloche et vous abonner. C'est, encore une fois, souvent j'en parle, alors je suis un très mauvais vendeur, je vends très mal le produit de la chaîne, mais il faut le faire, c'est important, ça booste le contenu, c'est gratuit, ça ne prend que 10 secondes à faire, un petit pouce, posé, un petit message, d'ailleurs j'y pense, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gones. J'ai quelques questions et annonces à vous partager, et il me faut impérativement votre avis, c'est le 3e thème de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, je compte sur vous, les pouces, les commentaires, et on reste jusqu'à la fin, c'est super important pour la suite de l'aventure du 11 lyonnais. Alors forcément, qui dit match footballistiquement moisi, dit débrief, alors pas moisi, ce serait un peu dur pour vous, mais dit débrief synthétique, court, il n'y aura pas 10 000 axes à analyser, ça me paraît difficile. J'étais au stade, comme je vous l'ai dit, avec mes potes, avec Marty, Flo, Marion, et mon beau-frère, Max, que je salue, que j'embrasse, qui ne connaît pas trop le monde du foot, et qui, pour la première fois, en 27 ans, découvrait un stade de foot à l'intérieur, dans l'enceinte du stade. Et voilà, j'étais content de l'amener au match, de lui faire partager ma passion durant 1h30, et je dois bien vous dire que le pauvre, il a vécu, je crois, quasiment de A à Z, d'ailleurs je m'étouffe tellement c'est risible, il a quasiment vécu le pire d'un match de foot. Le contenu à chier, ou presque, alors il y a eu un beau coup franc de Benrahma, il y a eu un but de Mikotadze pour le 2-1 qui est aussi pas mal non plus, mais pour tout le reste, je crois qu'il a vu le pire d'un match de foot pour te dégoûter de revenir voir un match. Le stade, déjà un cimetière, pas d'ambiance, on était quelques dizaines, centaines de Lyonnais qui faisaient plus de bruit que les locaux. Ça pose question pour un match de Coupe de France dans le folklore de la Coupe. La pluie dantesque, franchement, on a fini trempé de haut en bas, et c'est quasiment sûr que je finirai malade demain matin avec un bon petit rhume des familles, en plus de celui que j'ai déjà depuis quelques jours. Le vent qui était frigorifiant, l'enfer du Nord des Hauts-de-France, sincèrement, les amis, c'était terrible. Le match, pas top du tout, le climat affreux, au ressenti, je dirais qu'il faisait -1 ou 0 degré tout au maximum, et en plus, là c'est la petite parenthèse extra foot avant d'évoquer le match,
Pour le match, il y avait un arrêté préfectoral interdisant aux fans de l'OL de venir avec tenue, maillot, le logo de l'OL, interdit. Bref, ça c'est un truc qui m'a tout le temps exaspéré. Si on en arrive là, en 2024, à interdire de déplacement des gens qui aiment le foot et qui veulent encourager leur club contre une équipe d'en face, c'est quand même sacrément triste. Voilà, le foot, ça reste un moment de festivité, de partage, dans lequel il y a du chambrage, des rivalités. C'est comme ça, c'est le foot, et plus on voudra l'édulcorer, et je pense que plus on perdra des gens amoureux ou potentiellement amoureux du ballon au passage. C'est un vaste débat, j'ai un parti pris là-dessus. Pour moi, interdire pour interdire, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, on l'a bien vu au stade, ceux qui étaient au stade comme moi l'ont bien vu, il y avait beaucoup de Lyonnais dissimulés dans tout le stade, et dès qu'on marquait, c'était des hurrahs partout. Donc comment tu veux interdire des gens de venir, ou juste leur dire pas de maillot, pas d'écharpe, pas de short, pas de manteau, si ils peuvent venir quand même? C'est ridicule, ça ne sert à rien, c'est contre-productif, ça tue la passion, ça tue les rivalités, ça tue le foot. Voilà, le foot qui reste avant tout un sport populaire. Ça, c'est pour moi un truc que je n'arriverai jamais à comprendre. Même si, attention, et là je vais un petit peu nuancer le propos, mon constat sur les décisions préfectorales. Mon beau-frère Max, qui était à ma droite durant le match, pour une première, il a malheureusement assisté à une scène qu'on ne peut que déplorer. Parce que le foot, c'est aussi ça, malheureusement, c'est gangréné par des débiles, voilà, des gros débiles qui en tribune se pensent invincibles, plus forts que d'autres, et devant nous à 3 mètres, on a eu un spectacle déplorable avec des faits de violence, un supporter local qui s'est pris pour Mike Tyson, qui a voulu embrouiller un vigile, qui tenaient tous deux par le callback, prêts à se taper dessus. Enfin, c'était ridicule, vraiment ridicule. Et je me dis que un père de famille, comme c'est mon cas, comme vous, j'imagine aussi les amis, si demain je voulais prendre mon gamin et l'amener voir un match de foot, parce qu'il a à peine 3-4 ans, eh ben, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois, parce que voir une telle scène de dahurie, de gogol qui se tape dessus, c'est vraiment affligeant. Et au final, dans le fond, qui a le plus raison ? Est-ce que c'est moi qui prône un foot partagé, populaire, où tout le monde vient au stade pour encourager qui il veut ? Ou est-ce que c'est le préfet et les forces de police qui limitent les déplacements des uns et des autres ? Je m'interroge, parce qu'en fait, c'est le constat le plus simple, on n'arrive pas à tenir nos supporters de tous bords. On n'y arrive pas, que ce soit à Paris, à Lyon, Monaco, Marseille, ou à Fény-Aulnois, c'est dramatique, on n'arrive pas à tenir le respect des gens en tribune, c'est impossible. Voilà, c'est un gros débat, je voulais en parler avec vous en préambule, c'est un gros débat sociétal, politique, le pays traverse des remous, je dirais, sociétaux assez affligeants, et le match de foot, le stade de foot, c'est ni plus ni moins que l'expression d'une France qui devient de plus en plus violente, qui n'arrive pas à se pacifier et à trouver durant le temps d'un match un moment de convivialité. C'est la bagarre, c'est la dispute, c'est la violence, et je n'aime pas ça. Vraiment, j'avoue que je pense à Max, mon beau-frère, qui a vu ça. Je crois qu'il a vécu le pire du foot en l'espace d'1h30. Le froid, la tempête, la pluie, le stade moribond, le contenu foot dégueulasse et la violence en tribune. Bref, c'est le jackpot, comme dirait Gilbert Bribois de l'Afterfoot. Le jackpot, messieurs, dames, le contenu, le pire pour quelqu'un qui voulait découvrir tranquillement un match de foot. Parenthèse refermée, place maintenant au terrain, qui est l'essentiel, malheureusement, pour ce cas-là. On a vu un match qui, dans l'approche technique, c'était pas loin d'être affreux. Ne nous mentons pas. Je pourrais bien vous dire que le but de Benrahma est magnifique, ce qui est vrai, très beau coup franc, bien touché. C'est l'éclaircie footballistique du match, c'est sûr. Le but de Nikotadze, lui aussi, est très très beau. Il percute à droite, finition clinique, rien à dire, très très bien. Mais dans l'ensemble du match, c'est vraiment presque le match de trop, ou pas loin d'être de trop, dans une série de matchs qui s'accumulent et qui se suivent. Je suis convaincu que le match contre Paris, où l'on perd 3-1 avec un match où il n'y a rien à dire, il y a une classe d'écart entre eux et nous, ça a un petit peu cassé une forme de dynamique, une forme d'élan. Et ce match contre Fény-Aulnois, malheureusement, c'est un petit peu la suite logique. Un match d'avant-trêve de Noël, avec des joueurs quasiment, on peut le dire, en vacances, qui ont proposé un contenu foot
de très très mauvaise qualité, de piètre qualité. Et ce match-là, il était presque un peu de trop. On l'a vu sur le terrain, beaucoup de déchets techniques, de comportements pas toujours hyper motivant pour le groupe. Voilà, c'était un match compliqué à gérer, un match de coupe, parce que la folie de la coupe, c'est que on peut perdre, on peut être contenu par une équipe de N2, N3, c'est pas impossible, mais néanmoins, l'OL se qualifie, c'était laborieux, mais on le fait quand même, et au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pas grand-chose en termes de foot, une première mi-temps assez terne, vraiment terne, 4-3-3 qui me pose question, parce que j'estime qu'un match comme celui-ci, en face, il n'y a pas grand-chose à jouer, c'est une équipe qui est quand même largement en dessous de nous en théorie. Voilà, mais l'artillerie lourde, 4-2-3-1, mais une équipe portée vers l'avant résolument. Là, c'est un 4-3-3 qui, pour moi, est trop neutre, en fait. Avec ballon, c'est beaucoup trop neutre. Quand tu as un milieu de terrain, Tessman, Cacré, Tolisso, ça manque de créativité, ça manque de folie, ça manque d'inventivité, on n'avait pas, quoi. Et durant une mi-temps, le match est soporifique. Voilà, c'est un match soporifique. Il se passe pas grand-chose, très peu d'émotions, si c'était ce coup franc de Benrahma qui fait mouche, mais à part ça, pas grand-chose. Avec comme point négatif, Tolisso sur blessure qui sort à la 26e dans mon souvenir. Petit coup dur, et à voir si c'est grave ou pas, je ne crois pas. Ça, c'était plutôt une alerte, j'ai l'impression, vu du stade. Mais voilà, un match dont on ne retiendra rien sur le plan footballistique. La qualif, c'est bien, et c'est même l'essentiel, je dirais. Pour tout le reste, on peut prendre le paquet et le mettre quasiment directement à la poubelle, parce que souvent le coach insiste en après-match et en avant-match en disant qu'il faut prendre la profondeur, ne pas hésiter à jouer haut, être agressif, pressing contre pressing. Là, je dirais que sur l'ensemble du match, on n'a quasiment rien vu de ça. Quasiment rien vu. C'était un peu mieux, un tout petit peu mieux en seconde mi-temps. Cherki rentre, on est plus inspiré, on est un peu plus haut, on est plus créatif, mais ça restait relativement terne. Et même si on prend l'ensemble du match, sur 1h30, je pense que de leur côté, Feni, Aulnois et l'OL, on a quasiment de part et d'autre autant d'occasions, à peu de choses près. Alors peut-être pas toutes aussi franches les unes que les autres, mais autant d'occasions. Et dans le contenu, j'ai pas vu un écart de 5 divisions entre eux et nous, loin de là, très loin de là. Donc voilà, un match qui est terne, très terne, un match à oublier, un match franchement pas loin du niveau technique affreux. Ne nous mentons pas là-dessus, soyons aussi réalistes. Mais, la coupe, c'est ça aussi, c'est des matchs compliqués à gérer, dans des stades pas forcément évidents, dans des climats, dans des tempêtes des Hauts-de-France très compliqués aussi à gérer. Bref, c'est la Coupe de France, c'est son charme et son folklore. Et pour le contenu foot, on repassera plus tard, évidemment. Par contre, ce match-là, dans l'approche collective, c'est insuffisant, je l'ai dit. Mais pour moi, il y a quelques leçons, quelques constats à faire qui sont très importants. Et j'étais au stade, j'ai pu faire des focus très précis sur quelques joueurs que je voulais impérativement regarder, observer. Et je n'ai pas été déçu. Il y a des joueurs qui m'ont encore une fois marqué, et pas dans le bon sens du terme. Évidemment, vous connaissez les noms, il n'y a pas de surprise. Cacré fait un match qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, il sort à la mi-temps et ça paraît fort logique. Moi-même, je l'aurais quasiment, je pense, sorti au bout de une demi-heure maximum, parce qu'il fait un match qui est très compliqué et ça pose question. Il y a des joueurs qui sont en train, je pense, pour certains, de couler, mais littéralement de couler. C'est un naufrage en 4K devant grand écran. Et d'autres joueurs qui perdent des points. J'en parlerai là aussi après, mais Cacré, c'est un naufrage. Il avait un statut de joueur intéressant, alors pas un joueur fou, mais un joueur intéressant, parce que profil de harceleur qui va gratter les ballons, pressé, contre-pressé, projection verticale vers l'avant, ça, il savait le faire. Mais là, contre une équipe de niveau très modeste, sincèrement, les Gones, ça paraît très dur ce que je vais vous dire là, mais si on le switch d'équipe, s'il joue en face, pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. J'ai vu un joueur qui a un niveau vraiment très très faible. Très faible. Et le pire, c'est en ça que le foot est vraiment dur, très très dur, et que le haut niveau est impitoyable. J'ai vu des séquences de jeu où les joueurs de Feni, Aulnois le pressaient, Cacré, à 2 ou 3, parce qu'ils savaient exactement que dès qu'il avait la balle, c'était une fois sur 2 perte de ballon. Et pas manquer, à la mi-temps, il joue donc 45 minutes et il sort à la mi-temps avec, tenez-vous bien, 15 pertes de ballon en une mi-temps. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de déchet du joueur? C'est un naufrage en live, en direct, d'un joueur qui techniquement a régressé,
Mentalement, on n'y est plus. Physiquement, me paraît aussi loin de ses standards de harceleur. Je m'inquiète. Quels sont les motifs? Alors j'imagine que son non-transfert l'été dernier a dû jouer sur le plan mental et psychique, c'est évident. On peut le comprendre. Quand t'as 24 ans, que t'as quasiment tout, t'as tout fait à l'OL, tu as joué en jeune, capitaine de jeune, tu as joué en pro, t'as fait le tour de la question. Alors certes, il n'y a pas de titre, c'est vrai, mais tu as fait le tour des sujets à l'OL. J'imagine bien qu'il voulait vivre autre chose, j'imagine bien. Mais là encore, c'est une incompréhension parce que il a rejoint l'agence de joueurs qui s'appelle CAA Stellar. Et l'agence CAA Stellar, l'agence de joueurs, a pour vocation bien souvent de mettre ses pions, ses joueurs, en première ligue. Sauf que, pour moi, c'est un choix qui est étrange. Cacré n'a jamais le profil de première ligue. C'est un joueur de harcèlement, de pressing, mais qui n'a pas une puissance physique, je dirais, suffisante pour être au niveau première ligue. Et je m'inquiète. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il entend faire de sa carrière? Pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions. Je pense que l'aventure est depuis très longtemps, depuis belle lurette, terminée à l'OL. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Se refaire la cerise, se refaire une santé morale, mentale, psychique, voir autre chose, partir de l'OL, ça me paraît évident, en fait. Voilà, voir autre chose, partir, tester un club différent, un contexte différent, un championnat différent, une culture différente, parce que là, vraiment, ça fait pitié, quoi. Sur le terrain, moi, je vous le dis, les gars, j'ai vu du stade, il y a plein de séquences où il se fait presser par 2 joueurs de Fény Aulnois, et sous pression, je dirais que 3 fois sur 4, c'est perte de balle. 3 fois sur 4. Pour un joueur de niveau, a priori, le Ligue 1, qui émarge, rappelons-le, à quasiment 300 et quelques mille euros mensuels. Ah, c'est d'une pauvreté terrible. Et évidemment, c'est pas son vrai niveau. On le sait tous, ça c'est pas le vrai niveau de Cacré. Son vrai niveau, il est au-dessus de ça, il n'y a pas de doute. En soi, c'est pas un mauvais joueur, il a un profil qui n'est pas inintéressant, il peut, comme je vous l'ai dit, harceler, il a un jeu vertical en une touche, ça il sait le faire. Mais dans le foot, malheureusement, quand l'aspect mental s'effrite, eh bien tout suit avec. Et là, on a affaire à un naufrage grandeur nature. C'est terrible. Et quand il sort à la mi-temps, pour moi, c'est absolument logique. C'est dur, mais c'est ça le foot de haut niveau, c'est l'exigence. Et je pense que pour lui, c'est fini à l'OL, c'est tout, point barre. Et c'est pas le seul, parce qu'au rayon des joueurs qui m'ont gonflé, il y en a un autre qui m'a passablement énervé. C'est Niakhaté qui a fait un match, je trouve, en tout point horrible. Dans la relance courte, déjà, il a un grand défaut, c'est que balle au pied, il n'est pas à l'aise. Je vous l'ai dit largement cet été quand il a rejoint nos rangs. J'avais dit que pour moi, c'était pas un profil de relanceur de haut niveau. C'est tout juste un relanceur correct. Mais alors là encore, contre une N2, N3, quand il a un choix facile à faire, balle au pied, il met 2, 3, 4 secondes à le faire. Donc il perd du temps. Ça nous pénalise collectivement. Et en plus, techniquement, quand il réalise sa passe, c'est souvent très très limite. Et c'est souvent raté. Voilà, là encore, il y a eu 2-3 relances pas bonnes, foirées, qui donnent lieu à une transition attaque-défense. Voilà quoi, on souffle parce que c'est tout le temps pareil. Et souvent, on m'a dit, Mika, oui, c'est vrai, il n'est pas relanceur, c'est pas un top relanceur, mais dans les duels, il est fort et il couvre l'espace dans son dos. Eh ben non, parce que là encore, c'est une fable. C'est une fable qu'on se raconte, je l'ai vu, j'ai fait un focus sur lui durant quasiment tout le match, il m'a gonflé, Niakhaté, je le cache pas. En transition attaque-défense, quand il faut dans son dos cavaler et récupérer l'espace, c'est compliqué. Et le numéro 9 côté Fény Aulnois qui a débuté le match et celui qui l'a fini vers l'heure de jeu, les 2 numéros 9 côté Fény Aulnois ont mis, alors peut-être pas au supplice, c'est un grand mot, mais ont posé de grandes difficultés à Niakhaté. De très grandes difficultés. Moi, j'ai vu un joueur qui était à la peine, qui techniquement est à la peine, à la course est à la peine. Prenez le but du 2-1 pour Fény Aulnois, faites un long ballon dans l'espace, et il court, et il n'arrive jamais à récupérer le retard qu'il a au point de départ de l'action. C'est criant. Voilà, je m'interroge, et c'est dur, c'est un bon mec. Je sépare l'aspect humain et foot. Sur le plan humain, c'est un top gars, Niakhaté. C'est un super mec. Ça pourrait être mon pote. Là n'est pas la question. Mais en termes de foot, de profil, est-ce qu'on a vraiment affaire à un profil de joueur adapté à ce que veut Pierre Sage? Je ne pense pas. En bloc haut, techniquement, c'est pas assez bon.
Et pour faire les transitions attaque-défense, le repli en défense, il n'est pas assez rapide. Dans ce type de registre-là, sincèrement, si on voulait un joueur de bloc plus haut et un peu plus habile balle au pied, eh bien, il fallait garder O'Brien. Voilà, le constat est là, désolé. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan d'O'Brien, loin de là. Hein. Mais quand tu veux faire un foot plus haut, en bloc haut, et prendre des risques, bah, il te faut un joueur qui, à minima, peut assurer les replis full défensifs. Et là, c'est pas le cas. Quel match de Niakhaté, vraiment, c'est terrible. Et encore, là, ces 2 points que j'évoque, j'ai évoqué l'aspect relance technique, j'ai évoqué aussi la couverture dans son dos en profondeur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a eu 2-3 duels au corps à corps, son supposé point fort, où physiquement, je l'ai vu en difficulté, et quasiment tout au long du match. Voilà, et si, bout à bout, si on fait la somme des prestations individuelles, parce qu'à un moment donné, le foot, c'est aussi ça. Le foot, c'est aussi une somme de joueurs qui, collectivement, produisent un rendu. Mais quand tu as des joueurs dans le cœur du jeu qui sont pas bons, défaillants, cacrés, qui sont neutres, trop neutre, comme Tessman, qui, là encore, il faut le dire, tous ceux qui ont pu dire, Tessman, c'est la relève, Matic peut partir. Non. Désolé, les amis, Matic, il est là, Tessman, il est là. Il y a un monde d'écart entre les deux. Et quand, en plus, derrière, tu as des joueurs qui sont fébriles et qui posent problème, parce que là encore, je pense que sans Mata, qui récupère 2-3 bons coups sur le match, on n'est pas à l'abri, dans les ultimes instants du match, de prendre le de partout. Il y a un monde dans lequel le de partout existe, parce qu'on se met tout seul en grande difficulté. Et voilà, alors je suis un peu dur, c'est vrai, c'est un match de coupe, c'est vrai, il y a le folklore de la coupe, c'est vrai aussi. Montpellier en prend 4 contre le Puy-en-Velay, c'est vrai aussi, évidemment. Mais voilà, le match, il est là, il faut le prendre froidement, être lucide. Un Noël quasiment en vacances a failli se faire surprendre par une équipe d'un niveau largement inférieur en théorie. Et ça, pour moi, folklore ou pas, Coupe de France ou pas, c'est pas normal. Et ceux qui me diront Mika, t'es sévère, les gones, écoutez ce que le coach Pierre Sage dit en conférence de presse d'après-match. Il est plus clair que moi et plus transparent que moi encore. Il dit clairement qu'on a manqué de profondeur, qu'on n'a pas respecté les consignes, qu'on n'a pas été assez agressif ni bon dans la créativité. Tout ça, il le dit. Et même contre Fény Aulnois, eh bien, tôt ou tard, ça pose problème. Voilà, c'est un peu l'histoire du match, les points faibles du match. Je dirais pour résumer un match très terne, techniquement très pauvre, avec quelques éclairs de génie, le coup franc et le but de Nico Tadze, de lumière dans l'ombre, dans l'obscurité de Valenciennes, mais à part ça, c'est tout en fait. Et des joueurs qui, sur le plan individuel, ne sont pas au niveau, pour certains, comme Cacré, ou encore perdent des points pour d'autres, comme Niakhaté, ou aussi Lacazette qui fait un match très moyen. Et il y a un débat qu'on ouvrira sûrement d'ici quelques jours sur la chaîne. Je me demande, parce que je sais que Lacazette, il a un rôle qui est prépondérant dans l'équipe, c'est un joueur phare, c'est le cadre, c'est un leader, c'est le capitaine, rôle super important, et je sais que le coach ne peut pas se payer le luxe de le perdre, il est trop important, et d'ici quelques temps, il le sera s'il revient à un bon niveau. Mais à l'instant T, si on établit une méritocratie la plus juste possible, pour moi, Nico Tadze doit débuter les matchs, parce qu'il est au-dessus. Quand il rentre, Miko, sur la demi-heure qu'il joue, je trouve qu'il est incisif. Ceux qui disent qu'il n'est pas assez puissant, pas bon en pivot, c'est faux. Il fait une très bonne demi-heure en appui remise. Il se projette, il prend l'espace et il finit bien, quoi. Donc pour moi, Miko Tadze, le débat, tôt ou tard, il devra exister. Pas maintenant, ça me paraît encore un tout petit peu tôt. Mais si à la reprise, on sent encore une différence de niveau entre les deux numéros 9 de l'équipe, le débat devra exister. C'est pour moi assez naturel dans un système méritocratique. Et enfin, on y est, troisième thème de la vidéo, un thème plus personnel lié à la chaîne et à son développement. J'ai quelques questions à vous poser, les amis, qui me paraissent importantes. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé maintenant il y a 1 an la chaîne pour créer avec vous des échanges liés au foot en général et à l'OL particulièrement. Et tout ce qui sera fait pour changer la chaîne sera fait avec vous, avec votre point de vue. Ça me paraît super important. J'ai consulté quelques amis qui créent du contenu YouTube sur le foot en général et aussi l'OL, et ils m'ont souvent dit « Mika, ta chaîne pourrait progresser encore plus vite si elle portait un nom et une image, une photo qui est plus proche de toi. » Alors,
il me faut votre point de vue sur la question. Je pense que le nom le 11 lyonnais, c'est bien, c'est pas mal. Le logo est pas mal. Mais j'ai la conviction que ça pourrait être mieux si le nom et le logo étaient plus à mon image. Alors, je n'ai pas encore de nom précis et réfléchi, mais je me demande s'il ne faudrait pas passer un cap et avoir un nom de chaîne plus identifiable. Alors, pas Mika, mais un nom plus simple à comprendre, à retenir pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme je n'ai pas un point de vue suffisamment éclairé sur le sujet, je veux aussi avoir le vôtre pour me dire si oui ou non c'est une bonne décision, et si oui ou non il faut changer le nom, passer du 11 lyonnais vers un nom plus personnel et plus identifiable. À vous de me le dire en commentaire, je compte sur vous les gones, c'est pour moi extrêmement important pour la suite de la chaîne et de son contenu. Et pour terminer, il me faut là encore votre aide les gones sur un truc tout bateau. J'ai envie de vous faire d'ici quelques jours, quelques heures, je verrai bien, une vidéo FAQ, ceux qui ne connaissent pas, foire aux questions, FAQ, en gros un question-réponse aux questions que vous m'aurez posées. Alors, il me faudrait en commentaire des questions qui vous paraissent intéressantes. Alors, porte ouverte à quasiment tout, dans la mesure, évidemment, du respectable, sur moi, sur le foot en général, sur l'OL, entre vous et moi, des questions qui vous intéressent et auxquelles je pourrai répondre avec grand plaisir. Sur ce, les amis, portez-vous bien, allez l'OL toujours, évidemment, et à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!